Bien sûr, bonjour. Bonjour. Alors, d'après le procureur de la République, vous êtes considéré comme étant un étudiant qui pourrait apprendre de lui. On va dire ça comme ça. Écoutez, ça m'a fait énormément de plaisir de revenir 40 ans en arrière et de me retrouver sur les bancs de la faculté grâce à lui. C'est la machine à remonter le temps, c'est un bain de jouvence et je le remercie évidemment, mais enfin, je lui répondrai quand même tout à l'heure. Ça marche. Tout d'abord, on tient quand même à vous présenter parce qu'on suppose que beaucoup ne vous connaissent pas forcément au niveau du Gabon, surtout. Vous êtes né un 19 juillet 1963 à Paris, fils de Bernard Sûr, avocat connu pour avoir défendu les architectes et la reconstruction de l'après-guerre. Après vos études au lycée Montaigne à Paris, vous obtenez une licence en lettres à l'université Paris 4 Sorbonne, puis une maîtrise de droit privé général à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Vous êtes diplômé de sciences politiques à Paris, section service public en 1986. Vous prêtez serment à l'âge de 22 ans, devenant ainsi l'un des plus jeunes avocats en France. Vous êtes admis au barreau de Paris. J'y arrive en 1985. Vous vous spécialisez en droit pénal des affaires et droit de la responsabilité. Vous commencez votre carrière au sein du cabinet du pénaliste Olivier Schnerb, j'espère que je prononce bien, assurant la comparution immédiate et les commissions d'office devant les cours d'assises. Vous devenez par la suite secrétaire de la conférence du stage en 1990. Il y a beaucoup à dire. En 2010, vous êtes candidat à l'élection du bâtonnat du barreau de Paris avec Catherine Palais-Vincent, candidate comme vice-présidente bâtonnière. 2 ans plus tard, vous êtes élu le 13 décembre 2012. Vous occupez cette fonction de janvier 2014 au 31 décembre 2015. Dit-on que vous avez défendu plusieurs affaires, à savoir maître, Monsieur Bernard Poussier, j'arrive, Michel Balthazar, André Kelfi, Jérôme Cahuzac, Savares, Karim Ouad, François Comparé, Blaise Comparé, aujourd'hui la famille Bongo Lima. Quel parcours, maître? Écoutez, dans ce parcours, il y a eu quelques grands moments avec votre beau pays, en particulier dans l'affaire Elf, quand je défendais André Gelfi, vous le disiez, qu'on appelait Dédé la sardine. C'était l'affaire Tarallo, Sirven, etc. Et le président Mitterrand n'en était pas loin. Voilà, mais tout ça, ce sont des vieux souvenirs. Ce qui compte, c'est le présent et le dossier Bongo. Tout à fait. Le présent et le dossier Bongo, vous l'avez dit. Alors, hier, le procureur général près de la cour d'appel de Libreville a tenu une conférence de presse dans laquelle on peut considérer cela ainsi. Il donnait un droit de réponse par rapport à votre dernière intervention, on va dire ça comme ça. Quelle observation? Déjà, est-ce que vous avez suivi la conférence en elle-même? Oui, non? Non, je n'ai pas suivi la conférence de presse en elle-même, mais j'ai cru comprendre qu'il avait fait œuvre de complexe de supériorité en affichant sa qualité de docteur en droit et en cherchant à me rabaisser, moi qui ne suis pas docteur en droit. Et vous voyez, je veux bien en accepter l'augure, puisque s'il est docteur en droit, je suis donc, d'après lui, l'un de ses étudiants. J'ai regardé de quel docteur en droit il était. Il a fait une thèse, en effet, à Paris 2 ou Paris 1, je ne sais plus, Paris 2, je crois. Le sujet de la thèse est le crime rituel en droit pénal gabonais. Alors, ce sujet important, sur ce sujet important, effectivement, je veux bien être son étudiant parce que j'y connais rien. En revanche, sur les sujets de liberté publique, de droit de la défense, de respect des droits humains, là, je crois que le dossier Bongo me permet de dire qu'il faudrait mieux qu'il soit mon étudiant plutôt que mon professeur. Justement, l'élément sur lequel il est revenu, il a ressassé, c'était la notion de liberté provisoire. Parce que vous disiez tantôt que, selon ses dires, la notion de liberté provisoire ne s'appliquait pas en l'espèce parce qu'il y avait une explication qui n'était pas toute celle qu'il donnait. Il a donné certaines dispositions que prévoit le code de procédure pénale gabonais. Vous, vous dites non, il ne s'agit pas d'une liberté provisoire. Fondamentalement, sur quoi vous vous basez? Quels sont les fondements juridiques? Je me base sur les grands principes.
c'est-à-dire? La liberté n'est pas provisoire. La liberté, quand elle est acquise, elle est ad vitam. Ce qui est provisoire, c'est la détention. Ce qui est provisoire, c'est l'emprisonnement. Ou alors, on renverse les principes et le principe fondamental de la présomption d'innocence est bafoué. En réalité, là où le procureur général a raison, c'est que dans les textes gabonais, contrairement aux textes français, on parle de liberté provisoire. Quand un juge d'instruction sort quelqu'un de prison avant le procès. Mais je pense que ce débat entre le procureur général et moi-même devrait appeler le législateur gabonais à faire ce que le législateur a fait en France déjà depuis longtemps, c'est-à-dire à oublier le terme de liberté provisoire et de rappeler que seulement la détention est provisoire. Donc je pense que cette polémique entre le procureur général et moi-même devrait conduire, dans le respect des textes et des grands principes, à une modification des textes au Gabon. Merci de vos éléments de réponse. Toutefois, aujourd'hui, il n'y a que vos clients, donc Madame Sylvia Bongo Ondimba. Tout d'abord, il y a une question qu'on aimerait poser parce qu'on a entendu le procureur général parler de Madame Sylvie Aimé. Est-ce qu'il s'agit de Madame Sylvie ou Madame Sylvia? Écoutez, peu importe le prénom, ce qui compte, c'est que c'est l'épouse du président Ali Bongo, et ce qui compte, c'est qu'elle a été très, très mal traitée. Elle a été torturée. Devant elle, son fils Noureddin a été torturé. Et vous imaginez, pour une mère, ce que cette émotion doit représenter. Je pense que de cela, elle ne se remettra jamais. Jamais. Alors, Et voyez cette inhumanité qui a été la règle pendant les 19 mois de leur détention provisoire. Elle est inacceptable. Et elle est une fracture grave par rapport aux règles qu'il convient d'attendre d'un grand État de droit comme le Gabon. Alors, on vous prend au mot, grand état de droit comme le Gabon, justement, parce que c'est un état de droit au regard des textes. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à Madame Sylvia Bongo Ondimba et son fils Nourine Bongo d'ester l'État gabonais en justice en France? Quels sont les fondements juridiques? Parce que l'opinion s'est posé la question de comprendre les faits, les griefs qui sont reprochés à cette dame qui est votre cliente et son fils euh, se trouvent au niveau du Gabon. Mais pourquoi est-ce en justice l'État gabonais depuis la France? Alors, c'est très simple, et vous le savez, Ali Bongo, sa femme et certains de leurs enfants, pas tous, mais certains de leurs enfants, en particulier Noureddin, sont franco-gabonais. Ils ont la double nationalité. Et dès lors, il y a un critère de compétence territoriale qui fait que la France est compétente pour des crimes survenus à l'étranger concernant des ressortissants français, fussent-ils franco-gabonais. C'est le cas. Et donc, deux juges d'instruction extrêmement sérieux ont été désignés au tribunal judiciaire de Paris pour enquêter, mener une information judiciaire sur ce que nous considérons avoir été des crimes commis à l'encontre de nos clients. Des actes de torture, des actes de barbarie, des privations de nourriture, des électrochocs, des sévices sexuels, tout cela, non pas dans une cellule de prison, mais dans une soupente du palais présidentiel à Libreville, dans le cadre d'une détention qui était arbitraire et qui était commise sans droit ni titre. Vous voyez, le procureur général
se vante de son titre de docteur en droit sur une thèse concernant le crime rituel en droit pénal gabonais. Et je vais vous lire ce qu'il écrit du crime rituel en droit gabonais. Et vous verrez que c'est exactement ce que mes clients ont subi. Il dit, le procureur général, que le crime rituel n'est autre que, que sa thèse analyse le régime juridique. Je lis ici, à l'écran, je le montre, l'introduction de sa thèse. Il dit que sa thèse analyse le régime juridique de cette inhumanité qu'est le crime rituel, sur fond d'un état des lieux et d'une mise en lumière de l'impunité des commanditaires des crimes rituels, aux confins d'une singularité du phénomène et d'un fétichisme politique le plus cru jamais conçu. Ce fétichisme politique que le procureur général analyse dans sa thèse de doctorat, c'est très exactement le régime d'inhumanité qui était connu, qui était, qui a été balancé au visage de mes clients pendant leurs 19 mois de détention. Ils ont subi un crime rituel par fétichisme politique de la part du nouveau pouvoir en place. Parce que, en droit pénal français, nous ne connaissons pas le crime rituel. Nous utilisons la criminologie habituelle, celle plus générale qui est dans notre code pénal français depuis Napoléon. Ça s'appelle les tortures, ça s'appelle les actes de barbarie, ça s'appelle les sévices sexuels, ça s'appelle un emprisonnement sans droit ni titre. Ce sont des crimes et les commanditaires de ces crimes, puisque le procureur général, dans l'analyse des crimes rituels dans sa thèse, recherche les commanditaires. Ici, ce sont les successeurs des Bongos. Permettez-nous, maître, de vous poser 2-3 questions à ce sujet. Au fond, parce que nous avons un tout petit peu de connaissances sur le droit pénal gabonais, est-ce que qui est décrit dans la thèse du procureur général, est-ce que vous avancez qu'ont subi vos clients, il n'y a pas de lien de causalité au fond? Pourquoi? Parce que les crimes dits rituels au Gabon sont des crimes à fin fétichiste. C'est pour, quelque part, faire asseoir le pouvoir de X, Y personnes. L'espèce, vous parlez des tortures qu'ont subi vos clients et sévices et autres. Avez-vous des éléments de preuve pour étayer vos arguments? Si oui, pour que l'opinion, justement, qui regarde cette émission comprenne un tout petit peu sur quoi est-ce que vous vous basez, parce qu'on ira un peu plus loin au cours de notre entretien sur d'autres questions. Vous avez dit que le crime fétichiste est destiné à asseoir le pouvoir de ces commanditaires. C'est très exactement ce qu'ils ont subi. Mes clients ont subi des crimes, des sévices, je vais revenir sur les preuves, qui n'ont d'autre objet et but que de permettre au pouvoir en place d'asseoir sa légitimité par la cristallisation d'un rejet à l'encontre des Bongos. Et cela n'est pas du droit. Cela n'est pas de la bonne justice. Cela ne relève d'aucune procédure équitable. Vous me posez la question des preuves. Noureddin a sur son corps les traces des sévices qu'il a subis. Sa mère a dans sa tête, dans sa mémoire, dans son inconscient,
le syndrome post-traumatique d'avoir assisté à des tortures faites à son fils en sa présence dans une soupente du palais présidentiel. Et cela relève de la matière criminelle. Et parce qu'ils sont français franco-gabonais, les juges d'instruction français sont compétents. Et croyez bien, ils ne lâcheront pas l'affaire. Nous l'avons compris. Il y a 4 matins, voilà, on va dire ça comme ça, un bon matin, un bon soir, nuitamment, comme il est de coutume au Gabon. C'est bizarre, les populations se demandent souvent ce qui se fait nuitamment, mais brièvement, vos clients se retrouvent aujourd'hui, enfin, sont partis nuitamment du Gabon. Est-ce que vous avez été consulté en tant que conseil? Si oui, quelle a été votre réaction, satisfaction, soulagement ou bien autre chose? Vous ne rentrerez jamais dans le secret de ce qui est dit entre un avocat et ses clients. En revanche, vous saurez que l'avion qui les a sortis de leur pays, du pays qu'ils aiment, du pays qui leur manque en ce moment, eh bien, cet avion est sorti avec toutes les autorisations possibles et imaginables des autorités locales. Et vous saurez aussi qu'ils ont été raccompagnés jusque dans le dit avion par des personnalités importantes, proches du pouvoir actuel, dans le cadre d'une sorte de recherche de paix des braves, sauf que la paix des braves nous apparaît impossible après ce qu'ils ont subi. Et avec Maître Zimret et nos équipes, eh bien, nous en dénoncerons chacun des actes constitutifs devant la justice gabonaise, devant la justice française et devant la justice internationale. Aujourd'hui, comment se portent vos clients? Écoutez, je les ai accompagnés avec ma collaboratrice Clara Gérard Rodriguez et l'équipe de François Zimret devant les 2 juges d'instruction français qui ont voulu les recevoir dans les quelques jours qui ont suivi leur libération. J'ai trouvé le président Ali Bongo en grande forme physique, même si, vous le savez, les affres d'un AVC ont laissé une trace sur sa mobilité, mais la tête va bien et la tête fonctionne à toute allure. Et ce qu'on lui a fait, ce qu'on a fait à sa femme, ce qu'on a fait à son fils, dans le cadre de ce qui aurait dû être la continuité de l'État, même à travers la parenthèse du coup d'État, eh bien ça, c'est quelque chose qu'on ne pardonne jamais. Et cette impossibilité de pardonner, elle n'est pas une question morale, elle est une question judiciaire, je vous l'ai dit, en France, au Gabon et devant les juridictions internationales. Parlant des juridictions internationales, nous avons eu vent comme quoi vos clients décident également d'ester le corps, enfin, le corps diplomatique, disons ça comme ça, mais fondamentalement le consul qui a été, on va dire, presque absent face à ce qu'ils ont vécu comme sévices. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque au niveau diplomatique? Est-ce que le consul a été vraiment absent quand on sait que le consul a pour mission d'avoir un regard, un œil sur ces citoyens qui se trouvent en territoire X? J'ai regretté qu'au lendemain du coup d'État, les autorités diplomatiques françaises présentes au Gabon n'aient pas mieux réagi, mieux défendu l'ancien chef de l'État et sa famille. Mais depuis lors, il faut saluer le fait que les autorités françaises, jusqu'au plus haut de l'État, jusqu'à l'Élysée, non seulement nous ont soutenus, mais ont tout fait pour accompagner nos démarches.
Ce qui fait que l'un dans l'autre, l'histoire se souviendra que l'Élysée aussi aura été à nos côtés, comme cela se passe souvent. Vous savez, je suis l'avocat des frères Compaoré. Hein, au moment où Blaise a été sorti du pouvoir, eh bien, c'est la France qui a prêté des moyens matériels pour qu'il puisse être exfiltré en plein coup d'État. La France est là pour, comment dirais-je, arrondir aussi certains moments euh, de grande violence en Afrique. En tout cas, était là. Alors, la plainte est déposée à titre personnel ou au nom de l'État gabonais? Que l'on comprenne bien. Non, la plainte est déposée contre X. C'est une plainte, on appelle ça chez nous dans notre jargon. Ouais, je suis qu'un étudiant, hein, mais Ah ben écoutez, je pense si que vous dites. le professeur, qui est le procureur général, doit me comprendre. On appelle ça une plainte, comment dirais-je, les poursuites sont in rem. En latin, ça veut dire sur la chose. Après, on recherche les imputabilités. En tout cas, pour l'instant, les poursuites, elles sont faites sur le constat que les tortures, les actes de barbarie, les sévices sont quelque chose qui est maintenant acquis au dossier et il s'agit de savoir qui les a conduites et sur ordre de quel commanditaire. Cette plainte aujourd'hui peut être interprétée comme une réponse aux accusations de torture que vous aviez eu à énoncer tout à l'heure? Ben oui, cette plainte que nous avons déposée, elle est là pour, comment dirais-je, rechercher les responsabilités concernant les actes de torture, de barbarie, les sévices qui ont été subis par mes clients. Alors, nous allons rentrer maintenant de plein pied dans le sujet un peu plus intéressant. Le temps pour chacun de partager, de liker, de commenter, surtout, c'est important. N'hésitez pas, si vous avez des questions, notre invité se chargera d'y répondre. Des questions en lien avec l'actualité du moment, l'actualité judiciaire, j'entends bien, affaire Madame Sidya Bongo Dimba, Monsieur Nourdine Bongo Valentin et l'État gabonais. Sur ce, nous poursuivons Maître Pierre-Olivier Sûr. Alors, avant le coup d'État, plusieurs compatriotes gabonais se sont retrouvés en détention de part et d'autre, ont aussi subi à leur tour des sévices. Ces derniers accusent Madame Sylvia Bongo, Monsieur Ali Bongo, et disent même rester en justice ces derniers. Est-ce que cette réponse ne vous inquiète-t-elle pas? Est-ce que Madame Sidia et son fils, Monsieur Nourdine Bongo, ont-ils pesé le pour et le contre de ce qu'il est reproché comme grief aujourd'hui? Alors, vous dites que mes clients auraient, dans des temps plus anciens, torturé et que cela justifierait qu'ils aient été à leur tour torturés. Ah non, pas du tout. J'ai mal compris la question. C'est la question justement que se pose l'opinion nationale. Comme alors, quoi, sommes-nous pas là? Bon, allez-y. Alors, je ne crois pas que ce soit exact. Et la preuve, moi, je l'ai de façon concrète dans un dossier. Très concret. Ce n'est pas la première fois que je viens au Gabon. Ce n'est pas la première fois que je traite un dossier au Gabon. Ce n'est pas la première fois que je traite un dossier politique. Avec mon confrère Seydou Diagne, qui est avocat au Sénégal, nous avons eu l'honneur de défendre un ancien ministre du président Ali Bongo, qui avait été jeté en prison, et puis que nous avons fait sortir en liberté non pas provisoire, mais en liberté définitive, et puis qui aujourd'hui va très bien. Eh bien, cet homme, jamais, il n'est venu se plaindre
d'avoir été torturé. Jamais, jamais. Vous pourrez retrouver par, comment dirais-je, discrétion, je ne vous donne pas son nom, je vous dis simplement qu'il a été ministre, et pas des moindres, du président Ali Bongo. Jamais, jamais, jamais il a été torturé. C'est une exception, certainement, mais nous, parce que nous avons des personnes qui se sont prononcées publiquement et qui nous ont même donné des informations comme quoi elles ont aussi été torturées. Et je pense que vous deviez connaître, sans pourtant les citer, mais qu'on va le faire parce que c'est des personnes qui l'ont dit publiquement. Monsieur Zibi Bertrand, ancien député sous Ali Bongo, Monsieur Jean-Rémy Yama, qui se retrouvait lui aussi emprisonné, qui dit aussi avoir été en prison injustement. Monsieur Brice Lacruche Alianga, ancien directeur de cabinet, pour ne citer que cela. Bien entendu, ils le disent publiquement qu'ils ont subi également à leur tour des actes de torture. Que dites-vous par rapport à cela? Non pas que nous essayons de dire que ce que vos clients ont subi sont des actes légaux, pas du tout, mais nous essayons de nous mettre dans la peau des compatriotes qui s'interrogent à demander dans quel feuilleton sommes-nous. Vous me dites donc qu'il y aurait effectivement une sorte de crime fétichiste qui est bien le crime rituel politique au Gabon, c'est-à-dire qu'on est exactement dans la thèse de notre ami procureur général. Moi, je ne le crois pas. Et je vous dis avec l'expérience modeste qui est la mienne, mais d'avoir déjà traité un très gros dossier politique, pénal au Gabon, que dans ce dossier, il n'y a jamais eu de torture et d'actes de barbarie. Vous le retrouverez dans vos archives. C'était un ministre considérable et si il y avait eu une pratique habituelle de torture, il aurait été torturé comme les autres. Donc, je ne le crois pas. Cela dit, je n'ai pas omniscient. Moi, j'ai deux dossiers dont je me suis occupé au Gabon. Un premier concernant un ministre arrêté du temps d'Ali Bongo. Et puis, un deuxième dossier, la famille d'Ali Bongo, qui, elle, a été torturée. J'en ai la preuve par les sévices sur le corps que j'ai moi-même vu. C'est une preuve qui est incontestable. Bien sûr qu'il y aura des expertises médicales là-dessus, mais cela est intangible, ça fait partie des choses acquises maintenant dans le dossier. Les choses acquises dans le dossier, vous avez certainement eu vent de Maître Eyu Gisèle, qui aujourd'hui doit être normalement auditionné, faute de quoi il y a eu un vice de procédure selon Maître Moubembe aussi, qui s'est constitué justement défenseur dans cette affaire. Mais au fond, la question que je m'aimerais vous poser, sur les réseaux sociaux, on a trouvé plusieurs vidéos qui ont fuité, comme quoi Monsieur Nordine Bongo aurait eu des lunettes lors de son audition et ces lunettes ont permis d'enregistrer. Mais au fond, est-ce que nous ne sommes pas là dans une violation de l'instruction au fond? Parce qu'on voit clairement une magistrate s'exprimer. Comment se fait-il que, alors même que l'affaire est encore en pleine instruction, elle se retrouve comme ça, à tout vent, sur la toile? Est-ce qu'on n'est pas là dans la violation de cette instruction? Écoutez, vous avez parfaitement raison, mais c'est notre client qui avait les lunettes, et pas elle. Pourtant, de l'autre côté, ils disent qu'il n'avait pas de lunettes. Ah, écoutez, en tout cas, c'est pas elle qui avait des lunettes. C'est notre client qui a filmé tout cela. Il l'a fait hors la loi, c'est pas bien, mais il faut se mettre à la place de quelqu'un qui est torturé et qui est emprisonné sans droit ni titre. Et qu'est-ce que donne cette vidéo? Elle donne quelque chose d'hallucinant. Elle donne une juge d'instruction qui s'excuse, qui dit qu'elle est prête à se mettre à genoux pour demander pardon au nom des principes de la justice équitable qu'elle n'a pas servi, parce qu'elle a servi, dit-elle, un coup d'État. Vous comprendrez bien que cela interpelle. Cette vidéo est évidemment produite
dans notre dossier entre les mains des 2 juges d'instruction français. Alors maintenant, est-ce qu'il est légitime que notre consoeur qui a assisté à cet interrogatoire et qui n'y est pour rien dans cette violation du secret de l'instruction, si instruction il y a d'ailleurs, puisque c'est plutôt une parodie de justice et une justice rituelle, comme dit notre procureur général à la lecture de sa thèse de doctorat. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Gisèle, je l'appelle par son prénom, je la salue. Moi, je suis bien, vous voyez, avec vous ici dans mon cabinet. Il fait bon. Ce soir, je sais que je rentrerai à la maison et que demain, je reviendrai travailler dans une quiétude absolue. Elle, c'est pas son cas. Elle est recluse dans son cabinet depuis quelques jours. Lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle s'aperçoit que ses bureaux sont entourés par des enquêteurs et des hommes en armes qui sont sans doute sur le qui-vive pour aller l'interpeller. Et nul ne sait l'avenir très proche qui sera le sien. Alors, je salue son courage. J'ai beaucoup travaillé en Afrique et j'ai rencontré des avocats formidables. Et les plus courageux de tous mes confrères sont mes amis africains qui restent sur place et qui, un coup, sont ministres ou présidents de je ne sais quelle cour suprême, et puis un coup, sont en prison et poursuivis. Vous voyez, c'est ça l'Afrique. Et pour Gisèle en ce moment, le creux de vague s'avère d'une dangerosité absolue. Et je dois vous dire qu'on a mis autour d'elle un cordon sanitaire international de juristes et de très hautes autorités, de très grandes figures, pour la protéger afin que rien ne puisse lui arriver. Mais la protéger de quoi, maître, au fond? La protéger, oui, mais de quoi fondamentalement? Parce que si maître Gisèle Ehui, justement, n'a rien à se reprocher, pourquoi ne pas accepter de s'exprimer par rapport aux éditions, enfin, à l'enquête qui suit son cours? Parce que permettez-moi de terminer, parce que si elle n'a pas justement été l'auteur de ce qui a divulgué ces vidéos, qui sont ce que vous appelez parodie de justice, hein, au fond, dans le secret de l'instruction, qui l'a fait. Il y a bien quelqu'un qui a transféré à X et à Y pour que ça fasse aujourd'hui la une des réseaux sociaux. Parce que, vous voyez, au Gabon, en ce moment, la justice fonctionne par amalgame politique. Regardez, reprenons le début de notre affaire. Sylvia Bongo, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Est-ce qu'elle était présidente? Non. Est-ce qu'elle était ministre? Non. Est-ce qu'elle était à la tête de je ne sais quel organe de l'État? Non. Et pourtant, c'est elle qu'on vient montrer du doigt, qu'on stigmatise et qu'on enferme. C'est-à-dire qu'on confond tout. On ne va pas rechercher les ministres du président Bongo. On va la rechercher, elle, parce qu'elle devient un symbole. Alors que, juridiquement, que organiquement, elle n'est pour rien à rien. Eh bien, pour Gisèle, c'est pareil. On sait que c'est pas elle qui avait les lunettes. On sait que bien sûr qu'elle n'aurait jamais été d'accord pour qu'on puisse filmer un juge d'instruction en train de se mettre à genoux et de demander pardon. Nourdine l'a dit, c'est lui, c'est pas elle. Et pourtant, parce qu'il y a une sorte d'amalgame qui est plus politique que judiciaire en termes d'imputabilité, si on veut faire du droit, eh bien c'est elle qui risque lourd aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle elle considère qu'elle est poursuivie, qu'elle va être auditionnée, interrogée dans le cadre de cet amalgame qui risque de lui faire connaître le même sort
que celui qui était celui de Sylvia Bongo, par amalgame aussi. Alors, vous dites organiquement, on reprend vos propos, hein. Madame Sylvia Bongo n'était ni ministre, ni présidente, tout ce qui en convient, on prend au mot pour mot. Mais au fond, lorsque le coup d'État arrive justement dans la nuit du 29 au 30, puisque ça s'apparente, d'après vos dires, à une affaire plus de politique que juridique, le coup d'État arrive. Avant même le coup d'État, on voit M. Ali Bongo sur un stade qui dit clairement que pendant 5 ans, il a été absent. Il a dit comme ça, il a été absent. Et ça nous amène à vous poser la question de fond. Selon vous, parce que vous prétendez dire que Mme Sylvia n'était pas aux manettes, qui signait les décrets, qui prenait les actes réglementaires, qui organisait les conseils des ministres, qui nommait, etc., etc. Parce que M. Ali Bongo, qui dit audiblement au vu aussi de tout le monde qu'il ne gérait quasiment rien, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui gérait. Et ça nous amène à poser la question de savoir qui gérait justement à ce moment. Écoutez, moi, j'y étais pas. Ce que je sais, c'est que quand un président de la République est empêché ou quasi empêché, il y a des organes qui se substituent. Et Sylvia Bongo n'était pas de ces organes-là. C'est-à-dire qu'on lui reproche aujourd'hui Vous en des êtes sûr, choses. maître, ou vous le dites parce que Elle vous ne le l'avez dit? faisait pas organiquement, on fait du droit ici. Hein. Tout à fait. Organiquement, elle n'était pas aux manettes. Voilà. On lui reproche des choses qu'en droit, on ne peut pas considérer lui être imputables. Merci, maître. On va marquer une courte pause, le temps pour nous de respirer un tout petit peu, et on revient juste après en espérant que vous êtes motivés à poser vos questions. À tout de suite. La pause. No way. C'est bon? Voilà, nous sommes de retour avec vous et chez vous, comme j'ai coutume de dire. Est-ce qu'il y a des questions à la régie? On va peut-être prendre 2, 3 questions rapidement, 2, 3 questions pour permettre aussi à nos amis internautes, comme on le fait couramment, de poser des questions en lien avec l'entretien avec Maître Pierre-Olivier Sûr. Je rappelle qu'il est l'avocat de la famille Bongo, notamment Madame Sylvia Bongo Ndimba et Monsieur Nourdit Bongo Valentin, qui a des questions. Alors, il y a une question qu'on me pose, là, qu'on me passe là, sur un petit bout de papier pendant l'intermède. Oui. On me demande si le président Ali Bongo présidait les conseils des ministres. La réponse est oui. C'est lui qui présidait les conseils des ministres. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis et qui les a toujours présidés, sauf dans la période très brève du pic de sa maladie. Mais ensuite, et récemment, c'est lui qui présidait tous les conseils des ministres. Mais comment il dit alors qu'il a fait un bon moment, il n'était pas aux manettes, parce que cette vidéo existe encore, maître, voyez-vous. Il y a comme quand même une ambiguïté dans ces dires, parce que entre le fait de dire, à la veille d'ailleurs de l'élection présidentielle, il a dit en plein stade qu'il était absent pendant un laps de temps. Le peuple était dans les mois se demander réellement qui dirigeait à ce moment. Et d'ailleurs, les militaires, quand ils sont arrivés, ils ont dit que tout a été truqué, raison pour laquelle ils avaient décidé de mettre en place le CETRI, donc le comité pour la restauration des institutions, et cette question reste posée. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire, on a des pages d'histoire bien connues. Hein. On a le général de Gaulle qui part pour Baden-Baden. Pour autant, c'est lui qui continue de diriger. On a le président Mitterrand pendant la cohabitation qui dit « je préside, il gouverne ». On a Emmanuel Macron dont on dit qu'il a perdu de l'influence et pourtant on comprend bien que c'est lui qui est à la manœuvre.
Il n'a pas eu C'est-à-dire d'AVC, que maître. même, non, il y en a un qui a eu un AVC, c'est Jacques Chirac. Oui, Un AVC très grave et très lourd. Et pourtant, lui aussi, il présidait les conseils des ministres et il se rendait en Afrique, continent qu'il adorait. oui, mais là, maître, on est d'accord qu'on est dans un cadre d'exception quand même. Ben non, moi, Et je vous dis, ils n'ont pas dit audiblement qu'il y avait, voilà, étaient absents pendant un laps de temps. vous aviez un président de la République qui présidait. Vous aviez un Premier ministre qui gouvernait. Vous aviez un président de l'Assemblée nationale qui faisait fonctionner ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et vous aviez un président qui, comme chez nous, on l'a connu avec le président Chirac, avait eu un AVC, mais qui restait très au fait des questions. Vous savez, quand je l'ai vu il y a quelques jours, en sortant de sa longue détention, plus de 19 mois, alors même si lui n'a pas été traité aussi mal que sa femme et son fils, il faut le reconnaître. Il a tout de même été privé de liberté, il était dans une sorte d'assignation à résidence, en tout cas, il n'avait pas sa liberté. Eh bien, quand je l'ai vu, moi, j'ai été frappé par l'acuité intellectuelle qu'il offrait à qui parlait avec lui, moi-même, François Zimret, notre équipe, mais surtout les juges d'instruction français. Sauf que on reprend notre élément sur la question. Il a dit, maître, il a dit devant plus d'un millier de personnes. Les gens ont suivi et regardé. Je ne sais pas s'ils regardent cette interview au moment où on parle. Monsieur Ali Bongo, vous avez dit clairement que vous étiez absent pendant un laps de temps et les Gabonais, jusqu'au Gabonais, même si je n'aime pas cette expression lambda, s'est interrogé, mais à ce moment qu'ils prenaient des décisions. Alors, je vous réponds par deux choses. D'abord, il a eu un moment, effectivement, de crise physique grave. Il l'a écarté, mais Dieu soit loué, il est revenu. Il est revenu pour présider, tandis que d'autres gouvernaient. Celui qui gouverne, c'est le Premier ministre. Celui qui fait les lois, c'est le président de l'Assemblée nationale avec son assemblée. Et sauf les dictateurs, personne ne peut venir s'enorgueillir en tant que président de la République de s'occuper de tout. Il présidait, d'autres gouvernaient, et il avait une acuité intellectuelle absolument remarquable. J'en ai été moi-même le témoin. Et surtout, les juges d'instruction français en ont été les témoins. Ils ont joué au ping-pong de dialectique et de questions avec lui dans le cadre d'un dialogue rapide, vif, incisif, où non seulement sa mémoire, mais surtout son acuité pour venger ce qu'avaient vécu sa femme et son fils, je peux vous le dire, participera à la manifestation de la vérité et à l'instruction qui est en ce moment en voie d'avancer très vite à Paris. Manifestation de la vérité, vous dites, maître Pierre-Olivier Sueur, il n'y a que la société civile, du moins c'est une partie de la société civile gabonaise, c'est elle aussi constituée et a décidé d'ester en justice la famille Bongo. Quelles sont vos réactions par rapport à cette décision, cette plainte, simplement? J'ai pas bien compris. Vous me dites que la société civile... Une partie de la société civile s'est constituée en vue d'ester en justice également la famille Bongo, au vu, peut-être qu'on n'avait peut-être pas connaissance de cela, de ce qui s'est passé en 2016. Il y a eu justement un QG qui a été militarisé, on dit ça comme ça, des gens sont morts, et la société civile étant témoin voilà, de ces différents actes, a décidé, au-delà de cela, d'ester en justice la famille Bongo. Quelle est votre observation par rapport à cela? Écoutez, je ne suis pas très au courant Alors, si c'est l'actuelle procédure qui est menée contre le président Ali Bongo et sa famille, ce serait, comment dirais-je, la constitution de partie civile de victimes de la société civile en vue du procès à venir. Ce procès à venir, là encore, c'est, excusez-moi, je suis désolé de le dire, n'importe quoi.
tant qu'étudiant. Le procureur général, mon ami le procureur général, on était, paraît-il, à Paris 2 ensemble, lui n'a pas fait sa maîtrise, puisqu'il est arrivé directement après le bac, il a eu son titre de magistrat, et puis, par une passerelle, il a pu directement faire sa thèse sur les crimes rituels, c'est-à-dire ce qui fait vivre aujourd'hui à mes clients. Mais on a été dans la même université. Eh bien, il est venu dire que le procès s'organiserait probablement en novembre. C'est dans 4 mois. Cependant, mes clients sont en ce moment en Angleterre. Et la loi au Gabon nécessite un délai de route, comme on dit, c'est-à-dire un délai pour faire délivrer la citation pour venir devant la cour criminelle de 4 mois. Donc, même si la citation était déjà prête et qu'elle était délivrée aujourd'hui, on outrepasserait la date du mois de novembre à laquelle pourtant le procureur général voudrait organiser le procès, ce qui est pas très sérieux. Voilà. Alors, est-ce que, d'une façon pas très sérieuse non plus, tout un tas de gens se constitueraient dans le cadre de cette procédure qui ne peut pas intervenir en novembre? Ça, c'est les textes qui parlent. Alors que le procureur général vient dire qu'elle s'organisera en novembre, cette procédure, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de choses pas très sérieuses qui participent à ce que le procureur général appelle le crime rituel politique par une instrumentalisation de la justice. Ce sera le tome 2 de sa thèse, j'espère. Écoutez, c'est vous qui le dites. Toutefois, nous voulons prendre quand même quelques questions. J'insiste, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette émission. Ne soyez pas spectateurs. Vous avez aussi votre mot à dire. Je parle aux Gabonais, je parle aux amis du Gabon. Vous avez une question à poser à notre invité, Maître Pierre-Olivier Essure. C'est l'occasion de poser votre question. La régie, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut prendre une question? Je n'ai pas de vue sur la question. Est-ce qu'on peut me la communiquer? Ce serait bien par écrit, peut-être. Attendez-vous concrètement une éventuelle condamnation du président politique Nguema, destitution, question diplomatique, remboursement des biens appartenant au Bongo? Ce que j'attends de la procédure qu'avec Françoise Imray, nous avons mise en place en France, c'est d'abord la vérité. D'abord la vérité. Après, on cherchera les responsabilités et ensuite, d'autres en tireront les conséquences, y compris politiques s'il le faut, mais ça, c'est pas mon job. Léon, tu peux nous lire les questions s'il y a d'autres questions? Que pensez-vous des accusations contre Maître Gisèle? Les accusations contre Gisèle, je l'ai dit, elles sont très préoccupantes. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, tandis que moi, je suis bien dans mon cabinet ce soir, je rentrerai dormir chez moi et que je reviendrai travailler demain, elle n'a pas cette faculté. Et elle ne fermera pas l'œil de la nuit parce qu'elle aura peur que demain matin, une main se pose sur son épaule et lui dira « Suis-moi. Suis-moi pour aller se faire interroger. Suis-moi pour aller peut-être subir le sort qu'a subi Sylvia Bongo. Suis-moi, ça veut dire au Gabon du non-droit. Et pour elle qui est avocate, c'est quelque chose qui est insupportable, ce d'autant plus que son intégrité physique est en risque. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, nous avons mis avec Françoise Imray, et le bâtonnier de Paris d'ailleurs, un cordon sanitaire de protection par des autorités judiciaires de premier ordre et mondiales afin qu'aucun malheur ne lui arrive. Une autre question? Non, il n'y a plus de questions. On va avancer. Alors, justement, vous parliez du procès qui doit se tenir en novembre. Mais pourquoi, selon vous, le procès a-t-il été repoussé pour novembre? Écoutez, aussi, est-ce que vos clients y seront?
Je vais vous dire deux choses. D'abord, le procès, un procès, ça fonctionne sur des procès verbaux et sur des actes de procédure et sur un ensemble de documents qui sont communiqués aux uns et aux autres. On appelle ça le contradictoire. Eh bien, pour l'instant et en l'état, nous n'avons reçu aucun acte de procédure. C'est-à-dire que le contradictoire n'a pas été respecté, assuré, et que par conséquent, pour nous, d'un point de vue objectif, il n'est pas concevable que ce procès puisse intervenir. Alors, un acte d'accusation a été rédigé par la chambre d'accusation. Cet acte d'accusation, il a été frappé d'un pourvoi en cassation. Et bien évidemment, il faut attendre que la Cour de cassation purge cette procédure avant d'envisager que le procès puisse venir. C'est donc une deuxième raison pour laquelle il est impossible pour le procureur général, contrairement à ce qu'il a dit, induisant donc une contre-vérité pour l'opinion publique qui veut le procès, eh bien, il est impossible que le procès ait lieu au mois de novembre. Simplement parce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Parce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, parce que nous n'avons pas reçu les procès-verbaux, parce qu'il y a un pourvoi en cassation, et parce que, quoi qu'il arrive, il faut 4 mois pour qu'une convocation en justice puisse être délivrée à des accusés qui résident en Angleterre, comme c'est le cas. Pour les non-initiés du droit, fondamentalement, dans une affaire de ce type, quels sont les délais en matière de transmission de procès-verbaux et tout ce qui en convient? Quels sont les délais? Bon, écoutez, il n'y a pas de règles, tout peut arriver. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai pas reçu le... Donc, en l'état, au bout des mois, vous pourriez recevoir justement les éléments et le procès peut se tenir en novembre. Non, je redis de façon très, très objective. Pour l'opinion. Et pour l'opinion. C'est très simple, il ne peut pas se tenir en novembre pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a en ce moment un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'accusation rendu par la chambre d'accusation, lequel pourvoi en cassation nécessite que la Cour de cassation rende un arrêt, et pour l'instant, la Cour de cassation n'a même pas sollicité les uns et les autres afin que nous prenions des mémoires, afin de discuter dans un sens ou dans l'autre l'arrêt de la chambre d'accusation, de telle sorte qu'il n'est pas raisonnablement possible que la Cour de cassation rende son arrêt sur l'arrêt de mise en accusation avant quelques très nombreuses semaines. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour convoquer des accusés qui habitent en Angleterre, les textes prévoient ce qu'on appelle un délai de route de 4 mois. Eh bien, même si aujourd'hui la citation était adressée à mes clients, ce qui n'est pas possible puisque l'affaire n'est pas prête, elle n'est pas encore vidée par la Cour de cassation du pourvoi qui frappe l'arrêt de mise en accusation. Je suis désolé, tout ça est compliqué. Mais même si la Cour de cassation rendait, disons, son arrêt dans 1 mois, allez, disons fin août, eh bien, août, donc septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire que la Cour d'assises ne pourrait pas se réunir avant fin décembre pour juger des personnes qui doivent être convoquées 4 mois avant l'audience. Donc, tout ça pour vous dire que c'est absurde d'imaginer, je dis bien absurde, incongru, impossible en procédure, d'imaginer que la Cour d'assises puisse statuer au mois de novembre prochain. Merci, maître. Avez-vous été confronté à des obstacles diplomatiques ou administratifs en défense de vos clients depuis lors? Excusez-moi, j'étais en train de répondre à une autre question. Avez-vous été confronté
les obstacles diplomatiques ou administratifs dans la défense de vos clients à ce jour? Écoutez, le rôle d'un avocat de la défense, c'est toujours difficile. Il est difficile lorsque la procédure est équitable, lorsque chacun respecte la règle du jeu. Vous savez, la procédure, c'est une partie d'échec. On a des règles, on les respecte, on avance les pions, le fou, la tour, etc. Et puis on gagne ou on perd. C'est très difficile d'être avocat de la défense quand les règles sont respectées. Et c'est impossible de l'être lorsque les règles ne sont pas respectées. C'est la raison pour laquelle, plutôt que de faire de la procédure, puisqu'on ne me donne pas l'occasion d'en faire, je n'ai même pas les procès-verbaux. Je suis contraint, est-ce un déplaisir d'ailleurs, j'en suis pas sûr, mais de répondre à des interviews comme la vôtre, sérieuses, longues, où on a le temps de s'expliquer, pour donner mon point de vue, pour, avec mon confrère François Zimeret, peser, non pas sur l'opinion, mais sur, comment dirais-je, des consciences juridiques et judiciaires évoluées. Et je pense au procureur général. Je sais que le procureur général, puisque nous avons été dans la même faculté de droit, ne peut pas considérer que j'ai tort sur beaucoup de choses que je viens de dire. Et je sais que s'il en rajoute, c'est parce que il avait été fait procureur général par le président Bongo. 2 fois, il doit son poste de procureur général 2 fois. 2 fois, il a été nommé par le président Bongo. Il doit son succès professionnel au président Bongo. Et vous pensez bien qu'aujourd'hui, pour se refaire une virginité politique, il est obligé d'en rajouter, et de montrer jusqu'à l'absurde, jusqu'au pire, qu'il a renversé complètement sa casquette pour maintenant accuser celui qui l'avait fait roi. Vous pensez qu'il aurait été de bon aloi pour lui d'être du côté de monsieur, entre griffes, Ali Bongo, au motif que ce dernier a permis qu'il soit procureur général? Écoutez, puisque nous avons fait nos études dans la même faculté, qu'il le rappelle à juste titre, j'aurais bien aimé qu'il devienne avocat à mes côtés du président Bongo, c'eût été légitime, et je suis certain qu'ensemble, alors, on aurait bien travaillé. Alors, permettez-nous quand même de revenir sur la question, Maître Pierre-Olivier Sûr. Vous dites qu'il a été nommé à 2 reprises Oui. par l'ancien président. Ça, nous l'avons compris. Mais au fond, vous estimez que parce qu'il a été nommé à 2 reprises, il devrait être du côté de M. Ali Bongo parce qu'il a été nommé? Je dis pas ça. Mais je dis que parce qu'il a été nommé 2 fois, parce qu'il doit sa carrière au président Bongo, et que depuis lors un coup d'État est passé, il a, comment dirais-je, il doit donner des gages de son indépendance vis-à-vis de celui qui l'avait fait roi, et ces gages de son indépendance, c'est une outrance. Mais qu'est-ce qu'il faut dire qu'il n'est pas indépendant? Mais parce que l'outrance qu'il porte dans sa position de procureur général à l'encontre du président Bongo est tellement excessive, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas objectif et qui relève sans doute d'une manipulation pour se refaire une virginité. Vous voulez dire qu'il y a une instrumentalisation derrière, qui se cache derrière la justice gabonaise? Je pense qu'il y a une instrumentalisation, on l'a dit, c'est le fétichisme politique des crimes rituels, c'est tout le sujet de thèse du procureur général. Merci, maître. On va encore prendre quelques questions. Léon, y a-t-il des questions sur le chat? Peut-être prendre 2-3 questions rapidement. On arrive tout doucement et sûrement à la fin de notre entretien. Est-ce que les Gabonais sont dans la place? Est-ce que les amis du Gabon sont dans la place? Est-ce qu'il y a des questions? La voix vous donne la voix, donc permettez à la voix de vous entendre aussi. Est-ce qu'il y a des questions, Léon? Sylvia et son fils vont-ils revenir au Gabon, comme avait dit le président actuel, pour être jugés? Alors, c'est une très bonne question que je retourne à celui qui la pose, parce que
Et qui peut imaginer, après avoir subi des tortures, qui peut imaginer, après avoir été une mère, qui a vu de ses yeux son fils ayant été torturé, qui peut imaginer que cette mère accepterait de retourner au pays pour se faire juger? Personne. Donc je pense, malheureusement, que ce procès, pour partie, devra se faire sans la présence de certaines des personnes qui sont accusées. C'est pour ça que nous essayons de substituer à ce mauvais procès un bon procès, celui et qui sera le résultat des plaintes que nous avons déposées. On a déposé une plainte en France, on en a parlé, on a déposé une plainte aussi à l'ONU sur la détention arbitraire subie par nos clients. Le procureur général indiquait par une petite pique contre moi lors de sa conférence de presse que j'aurais été excessif dans ma défense de Karim Wade au Sénégal. Je ne sais pas s'il a raison, je sais simplement que j'ai obtenu par le groupe de travail de l'ONU Il dit que vous êtes excusé. J'ai obtenu par le groupe de travail de l'ONU la condamnation du Sénégal pour détention arbitraire et abusive de Karim Wade, ce qui a entraîné immédiatement sa liberté. Je ne sais pas si c'est de l'outrance, je ne sais pas si j'ai été injurieux, je sais simplement que j'ai été efficace puisque l'ONU a condamné le Sénégal. Eh bien, je pense que c'est ce qui risque de se passer pour le Gabon dans notre affaire. Et c'est toujours très fâcheux parce que ces pays qui vivent souvent d'aide internationale sont en grande difficulté lorsqu'ils sont mis à l'index par l'ONU dans le cadre des procédures arbitraires qui ne respectent pas les fondamentaux que nous avons appris ensemble, le procureur général et moi, dans les universités françaises. Au cas où vos clients sont déboutés, qu'est-ce qu'il y a de noir? Eh bien, au cas où nos clients sont déboutés, nous formerons des recours, nous nous battrons. La procédure est une longue route et cette longue route, nous la mènerons à leur côté, heureux aujourd'hui de les savoir en liberté, non pas provisoire, mais définitive. Alors, vous avez dit tout à l'heure, malheureusement, vos clients ne pourront pas repartir pour des motifs ou autres, c'est selon. Est-ce que vous pensez que le Gabonais qui regarde aujourd'hui cette émission, qui s'interroge aujourd'hui sur l'état de droit, permettez-moi de répéter, sur l'équité même de la justice, se réjouit de cette situation parce que c'est le Gabon aussi, au fond, qui est mal. C'est la population gabonaise qui est un peu meurtrie par rapport à tous ces agissements. Comment est-ce que vous conseillez vos clients, semble-t-il, c'est une décision qui émane d'eux, de ne pas se présenter à ce procès? Ah mais moi, c'est pas moi qui conseille. C'est Vous une êtes mère. leur conseil? Non, oui. Oui. C'est une mère qui a souffert D'accord. et qui a vu de ses yeux vus son fils torturé devant elle. Cette femme, est-ce que vous imaginez qu'elle accepterait de se présenter devant la justice Alors, nous, on n'a pas vu qui a les laissé tortures. faire les choses? Elle, oui. La différence entre vous et elle, c'est qu'elle les a vues, les tortures, et qu'elle s'en remettra jamais. Vous savez, quand on est avocat, on devient un peu psychologue. Et quand vous avez une femme qui a vu son fils avoir été torturé sous ses yeux, on comprend que ce qu'elle dit est vrai et qu'elle n'en rajoute pas. Et que son choc post-traumatique est tellement insupportable que jamais, évidemment, elle n'acceptera plus de se rapprocher de cette justice qui a laissé faire cela. Qu'attendez-vous comme garantie, je vais dire ça comme ça, juridique de la justice gabonaise? Quelles sont les garanties que vous attendez? Écoutez, j'attends plus rien de la justice gabonaise, mais j'attends beaucoup du Gabon, de son histoire, de cette culture partagée avec notre pays, la France, et de cet avenir et qui devrait faire du Gabon un grand pays riche dont un jour le ruissellement de richesse profitera à tout le monde
C'est ce que j'attends, moi, du Gabon et de l'histoire en marche. Est-ce que ce procès, cette affaire ne met pas en mal les relations franco-gabonaises au fond? Parce que vous aviez dit en début de cet entretien que même l'Élysée, hein, ce sont vos propos, Ouais. hein, même l'Élysée, on peut le reformuler ainsi, a intervenu d'une manière ou d'une autre sur cette affaire. Est-ce que ça ne mettrait pas en mal les relations diplomatiques entre le Gabon et la France? Moi, je ne suis pas un diplomate, je suis un avocat. Et évidemment, à certains moments, dans certains dossiers, je me tourne vers la haute diplomatie, celle de mon pays, mais aussi celle de l'Union européenne, mais aussi celle que représentent les organes internationaux comme l'ONU. Et je pense que toutes les actions sont bonnes lorsque nous sommes ensemble, comment dirais-je, habités des mêmes valeurs. Et ces valeurs qui sont celles de l'état de droit, qui sont celles du respect d'un procès équitable, nous les partageons tous et chacun comprend bien qu'en ce moment, elles sont en rupture dans le cadre de la justice qui se mène au Gabon contre nos clients. C'est une évidence absolument indubitable. Eh bien, cela, c'est mon rôle de le dénoncer et c'est aussi mon espoir à moi, mon espoir de juriste, de me dire que ce procès révélera un certain nombre d'incongruités qui, comme ce qui est dénoncé par la thèse du procureur général, le crime rituel en droit pénal gabonais, un jour n'arrivera plus. J'espère que cette affaire, Bongo, sera la garantie du plus jamais ça, non seulement au Gabon, mais ailleurs. Merci, maître. On va prendre deux questions avant de boucler, s'il vous plaît. Vous voyez, je suis vraiment à votre service. Est-ce qu'il y a encore deux questions, Léon? Non? Une. Sylvia Bongo conteste-t-elle les accusations portées contre elle par les dirigeants actuels du Gabon? Je ne connais pas dans leur précision ces accusations et pour l'instant ce qu'elle conteste, ce qu'elle dénonce, c'est ce qu'elle souffre avoir vécu, c'est-à-dire en tant que mère, avoir assisté à la torture physique de son fils dans le sous-sol du palais présidentiel. Dernière, vos clients vont-ils porter plainte à la Cour pénale internationale? Toutes les voies de droit, comme toutes les voies de diplomatie, comme toutes les voies humaines, comme toutes les voies universitaires, comme toutes les voies intellectuelles, seront utilisées pour dénoncer ce qui a été fait contre nos clients et participer d'abord à la vérité, ensuite au plus jamais ça. Merci, maître. Nous avons une dernière question bonus. Il n'y a que le président, dit-on, a-t-on lu dans un article, le président de la République actuelle a aussi cité en justice vos clients, notamment le président Bongo. Vrai ou faux, n'ont pas la certitude de cette information. Toutefois, nous aimerions quand même avoir votre analyse sur cette question. Est-ce que nous ne sommes pas là? J'ai pas compris. Le président de la République actuelle aurait esté justice. Bah, écoutez, voilà. Non, parce que c'est pas possible en droit. Le président de la République, comment dirais-je, celui qu'il représente, bah, c'est le procureur général, qui a fait de très bonnes études puisqu'on est allé dans la même université et qui partage donc mes valeurs, celles du procès équitable. Donc, vous comprenez avec nous que ce n'est pas le président directement? C'est pas le président, c'est le procureur général. D'accord. Et au fond, est-ce que ça ne craint pas justement, parce que tout à l'heure, l'auditeur posait la question, est-ce que Madame Sylvia recuse les griefs qui lui sont reprochés et même les procès qui sont attendus, parce que
nombreux de Gabonais ont décidé de se constituer partie civile dans cette affaire. Mais écoutez, le procès viendra un jour, il viendra sûrement pas en novembre, contrairement à ce qui a été dit par le procureur général, il viendra un jour, et à ce moment-là, ben, écoutez, on comptera, on verra qui est pour, nous, on verra qui est contre, nous, on verra qui est là. On verra comment la justice sera en mesure d'être rendue. Vous savez, il y a des grands pays qui poursuivent des présidents et qui n'arrivent pas à mettre en œuvre leur procédure. Je suis l'avocat de certains, parce que lorsque nous arrivons, Maître Françoise Imray, ou moi, ou d'autres, et que nous dénonçons la vacuité procédurale, eh bien, chacun sait que le procès ne peut pas se tenir. Un procès, c'est toujours en audience publique. Il y a des observateurs internationaux. Vous avez des universitaires, des juristes internationaux qui sont là, qui observent. Par exemple, moi, je ferais venir, évidemment, en tant que témoin, les professeurs qui sont ceux devant lesquels le procureur général est devenu thésard, en particulier le professeur Didier Rebut, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je lui ai dit, tu te souviens de cette thèse? Il m'a dit, ben, je me souviens surtout des photos horribles. Il y avait plus de photos que de textes dans cette thèse. On fera venir tout ce monde-là. Tout ce monde-là, c'est des observateurs internationaux. Vous avez une dent particulière avec le PG, près du tribunal de la Cour d'appel de Libreville, parce que dans vos arguments, vos éléments de réponse, vous ne échappez pas de pouvoir marteler en parlant du PG à chaque fois. Alors, cet homme que je ne connaissais pas a fait une conférence de presse pour me viser personnellement. Vous comprendrez bien que je vous avez donné un droit de réponse. Voilà. Voilà. Et grâce à vous, j'ai un droit de réponse. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous l'invitiez à votre prochaine émission, et moi aussi, et puis qu'on puisse débattre ensemble. Le message passe, monsieur le procureur général près de la Cour d'appel de Libreville, maître Pierre-Olivier Sûr voudrait que vous puissiez également passer sur la voie. D'ailleurs, c'est prévu, c'est en train d'être programmé. Toutefois, il aimerait également avoir une émission avec vous. Donc, à vous de voir, et puis voilà. Un débat qui serait arbitré peut-être par les professeurs de droit qui ont recueilli sa thèse, dont le professeur Didier Rebut, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Écoutez, ça reste à l'appréciation. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre échange avec Maître Pierre-Olivier Sûr. Si Maître Olivier veut encore prendre une dernière question, c'est à lui de voir. Sinon, écoutez, une dernière chose à dire. Oui. Le soleil va bientôt se coucher sur la Tour Eiffel comme il va se coucher sur la lagune. Et je pense qu'il est temps que chacun rentre à ses pénates. Je pense, en particulier, je vous le disais tout à l'heure, à ma consoeur Gisèle, qui, elle, risque de passer une nuit dans les affres de l'angoisse et de l'inquiétude. Elle est une avocate courageuse. Je pense à elle ce soir, au moment où on clôture cette émission. Maître, permettez-moi rapidement, est-ce que vos clients sont prêts à s'exprimer pour le moment? Non, pas du tout. Le mot avocat a pour racine, le mot avocat a pour racine latine ad vocare, parler pour. Eh bien, je parle pour eux et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation. Merci, Maître. Nous étions avec Maître Pierre-Olivier Sûr, avocat de la famille Bongo Ondimba, notamment de Madame Sylvia Bongo Ondimba et Monsieur Nourdine Bongo Ondimba Valentin. Restez connectés sur la Voix TV. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous prions de vous abonner tout en ne pas omettant d'activer la cloche sur nos réseaux Facebook, YouTube et Instagram. On vous laisse de la voix et non de la pensée.